Commentaire de la lettre à Ménécée. Épicure. Pour Épicure, la philosophie se pratique modérément, durant une vie de préférence jeune, plutôt que vieux. La philosophie épicurienne est fondamentalement une philosophie que l'on pourrait connoter d'éthique, car essentiellement pratique. Épicure, au sujet de Dieu, pense qu'il est inné à partir de l'expression d'un sentiment en nous. Pour Épicure, la manifestation est sensible. Il faut se faire une conception personnelle des caractéristiques divines. La mort. Habitue-toi. Ici, Épicure confronte la mort à l'existence de l'homme, et qu'en raison de ce qu'est la vie, palette de sensations, la mort, privation de nos facultés sensibles, n'est rien, car rien ne peut être douloureux ou agréable. Donc il n'est pas possible de craindre la mort, mais il doit vivre. Le désir de l'immortalité, vie après la mort, permet de vivre sans crainte de nos vies. Par suite, la droite connaissance de la mort n'est rien par rapport à nous, rend joyeuse la condition mortelle de la vie, en ajoutant un temps infini, mais en ôtant le désir d'immortalité. C'est déjà une angoisse et un déplaisir que de craindre la mort. Le sage est celui qui ne considère pas la mort et la vie comme un mal. La meilleure vie est la vie la plus agréable. D'ailleurs, savoir bien vivre, c'est ignorer ce qu'est mourir, et cela en raison de la maxime de la mort présentée au-dessus. L'avenir en tant qu'être et non-être est forcément à prendre, à considérer de manière neutre. Car comme le disait Chuang Tzu, or il est un néant néantisé, comment l'atteindre ? Distinguer plaisir nécessaire et non nécessaire. Dans le but de prendre en considération les plaisirs seulement fondamentaux à la bonne santé du corps et à l'absence de troubles dans l'âme. Esprit sain et corps sain. Épicure mesure les plaisirs d'après les peines. Voilà ce qu'est la distinction fondamentale entre douleur et plaisir nécessaire, et ce à quoi Socrate invite. L'absence de douleur et la satisfaction des plaisirs en un état de béatitude, qui dédaigne tout besoin. Une plénitude autarcique, aponie et ataraxie. Sénèque à ce propos disait « L'âme a mis en elle-même l'harmonie et la paix, comment parfaire cet état de tranquillité ?» Le plaisir est connaturel, c'est-à-dire le premier bien naturel et le dernier de la vie bienheureuse. Mais c'est en cette vertu qu'il faut choisir et discerner parmi les plaisirs. Comme Socrate, Épicure pense que le plaisir est un bien et que la douleur est un mal. Mais pas toute douleur doit être évitée. Socrate et Protagoras sur les mal nécessaires. Mais sans intervention de la raison, est-il réellement possible de mesurer les avantages et désavantages de tout cela ? De manière strictement empirique, sans aucun logos. Aristote sur le mélange pathos et logos. Épicure prétend qu'en supprimant tout besoin, l'aliment le plus dédaigné ne procure pas moins de plaisir qu'un festin, ce qui est, en vertu de toute expérience empirique, fausse. Ce n'est pas en se contentant de peu que l'on se contente de peu. D'où la maxime, rien n'est suffisant pour qui la suffisance est peu. Le peu de cette suffisance créera toujours une insuffisance, à l'exemple de ceux qui vivent en bas du palais, comme le disait Pao Qing-yun. Alors, comment être en constante suffisance ? Eh bien, en faisant preuve d'indifférence. Ainsi l'homme vit avec la mesure totale des plaisirs et des choses désagréables, et dans la neutralité de l'abondance et du peu. C'est oublier que le peu et l'abondance sont distincts essentiellement, et cela sensiblement. La prudence, chez Épicure, est le moyen d'établir une quantique des plaisirs et des déplaisirs.
d'où le plaisir comme fin de la nature humaine. Cela est intéressant dans la mesure où c'est la sensation qui fait l'existence, mais à cela la raison est le moyen de concevoir l'existence par la pensée. Une vie prudente, associée à la justice et à l'honnêteté. Ainsi le plaisir est le but dont les moyens essentiels sont les vertus. La vie de plaisir et la vie vertueuse sont toutes deux naturelles à l'homme. Aujourd'hui, pouvons-nous hiérarchiser le plaisir et l'essence de vertueux ? Est-ce que la justice prime sur le plaisir ? Oui, car il peut être nécessaire mais désagréable, et à la fin il peut être plaisant. Selon Descartes et Épicure, sûrement, mais cela même si ce plaisir peut être anéanti dans l'absolu par un mal plus grand. L'échafaud, ce n'est pas un plaisir que la justice, c'est par propension, besoin, que l'on fait justice. La justice n'est pas une conséquence du plaisir, car il part d'une cause commune. Par humanité et sentiment de tristesse, de trahison, l'on prend en pitié et l'on renie l'injustice. Comment concevoir une justice dans l'indifférence de ce que nous subissons, alors même que c'est dans cette différence quand l'homme émerge ce sentiment d'injustice et de surcroît de justice, car celle-ci apparaît dans le contraire de l'action subie. Victor de l'Aveyron le savait mieux que quiconque. La justice était là, dans sa capacité à vivre suffisamment sans aucun excès d'avidité ou d'une autre corruption, dans sa capacité à poursuivre des intérêts justes et nobles qui ne portent le poids d'aucun préjudice à sa pleine existence et à ceux de l'humanité entière. Épicure, vous l'avez compris, s'oppose à la logique et à la dialectique qu'il considère contre nature, et par définition irréel, existant sans besoin, relativiser le hasard, suivant les personnes. Épicure pense que les théodicées sont plus honorables que les sciences comme faculté de savoir, qui est humaine, donc blâmable, suivant ses intérêts. La nature est une vertu, le savoir est un péché. L'homme prudent est heureux et vertueux. Court contingent, la philosophie grecque se caractérise particulièrement par la volonté hédoniste d'ajouter un sens à l'existence humaine. Ce finalisme trouve toujours comme but le bonheur. Les divergences quant aux philosophies hédonistes sont de l'ordre des moyens et vecteurs de bonheur au sein de l'existence.